Entre l'Union européenne, qui lie politiquement et économiquement 28 États, la zone euro, qui regroupe 19 de ces pays, et l'espace Schengen, qui permet la libre circulation des personnes entre 26 pays, difficile de savoir à quel contrôle un citoyen peut être soumis en franchissant une frontière. Prenons le cas d'un Français qui se déplace en Europe. En tant que citoyen de l'UE, il a le droit de se rendre dans tous les États membres de l'Union européenne muni d'une simple pièce d'identité. S'il se rend en Allemagne, il peut franchir la frontière sans s'en apercevoir, pas besoin de montrer de documents, ni d'ouvrir ses bagages, ni même de changer sa monnaie. L'Allemagne, comme la France, fait à la fois partie de l'UE, de la zone euro et de l'espace Schengen. S'il se rend au Royaume-Uni, en revanche, il devra passer des contrôles d'identité. Car si le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne, il n'est pas membre de l'espace Schengen. Notre citoyen français devra également penser à changer ses euros en livres sterling. Mais aux frontières norvégiennes, la situation est inversée. Bien que le pays ne fasse pas partie de l'Union européenne, il fait partie de l'espace Schengen. L'identité du voyageur n'est donc pas contrôlée. En revanche, notre voyageur devra changer ses euros contre des couronnes. Aux frontières suisses, le scénario est presque identique. Le pays ne fait pas partie de l'UE ni de la zone euro, mais il est signataire de l'espace Schengen. Notre voyageur peut donc passer la frontière sans subir de contrôle d'identité. En revanche, ses bagages peuvent être contrôlés car la Suisse, à la différence de la Norvège, n'a pas adhéré au marché unique de l'Union européenne. Et si notre voyageur voulait faire un petit détour par un casino à Monaco? La principauté ne fait pas partie de l'Union européenne, ni de la zone euro, ni de l'espace Schengen, et pourtant, il ne rencontrera aucune barrière, car Monaco est lié à la France par une union douanière et applique donc les règles de l'espace Schengen. Le rocher n'ayant pas de monnaie nationale propre, notre voyageur pourra utiliser ses euros. D'autres obstacles s'ajoutent en revanche pour celui qui n'est ni issu de l'Union européenne, ni de l'espace Schengen ou de la zone euro. Prenons le cas d'une touriste indienne. Pour accéder à l'espace Schengen, elle doit faire la demande d'un visa de court séjour auprès du consulat du pays dans lequel elle se rend, l'Allemagne par exemple. Elle pourra ensuite circuler comme elle le veut à l'intérieur de l'espace Schengen. Pour traverser la Manche, il lui faudra faire une autre demande de visa. Ce cas de figure s'applique à la plupart des ressortissants de pays tiers pour des séjours dits touristiques, inférieurs à 3 mois. Certains pays sont toutefois exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen, comme le Canada ou la Corée du Sud. Prenons maintenant le cas d'un migrant économique ou d'un demandeur d'asile en provenance d'Érythrée, par exemple. Pour entrer en Europe, il doit tout d'abord obtenir un permis de séjour de longue durée, un précieux sésame délivré en fonction de la situation politique et économique de son pays d'origine. S'il l'obtient dans un pays Schengen comme l'Espagne, il pourra ensuite circuler librement dans la zone. Si en 30 ans les accords de Schengen ont permis des avancées historiques pour les citoyens européens, ils n'ont pas empêché le développement d'une Europe à géométrie variable. Un système qui apparaît bien impuissant devant la détresse des migrants qui affluent par milliers sur les côtes et les îles de l'espace Schengen.